Péluchon est donc philosophe, professeur de philosophie à l'université de Besançon, je vous la conseille. C'est de très loin la meilleure en France. Elle écrase toutes les universités parisiennes qui sont très surfaites. Quant à Philippe Bataille, il est à l'EHESS. C'est le lieu le plus, comment dirais-je, le plus nourri, où il y a une densité d'intellectuels absolument fascinante. Et tous les deux ont beaucoup travaillé sur cette question. Ma note s'intitulait « Peut-on trouver un consensus sur l'aide active à mourir ?» Deux remarques. D'abord, un consensus, qu'est-ce que c'est? Ici, il s'agissait de construire ce que Rawls appelle un dissensus raisonnable, c'est-à-dire un accord sur fond de désaccords qui demeurent sur des questions indécidables, comme celle de savoir jusqu'où je vais sur ma vie, sur ma mort, jusqu'où je décide de cela, et d'autres questions indécidables. Mais moi, l'idée, c'était, aujourd'hui en France, peut-on dessiner des lignes d'accord et arriver à une législation adaptée compte tenu du fait que nous sommes en situation de pluralisme politique, c'est-à-dire qu'il y a des visions différentes du monde, différentes de la morale, de la vie, de la mort, et que personne ne peut s'arroger le droit d'asseoir la décision collective sur sa vision du monde. Et pourtant, il faut légiférer sur des questions qui dépassent le principe classique du libéralisme où je ne fais pas de mal à autrui. Et pourquoi cette question de la fin de vie dépasse le principe majeur du libéralisme? Eh bien, c'est parce que, à la différence du suicide, qui est un acte privé, qui relève seulement de ma liberté, le suicide assisté, l'euthanasie, eh bien, implique une structure de soins. Donc, pour réfléchir à cette question, sans a priori au départ, eh bien, il faut d'abord tenir compte des différents acteurs qui sont les soignants, et il est vrai que les soignants, c'est leur valeur, mais c'est aussi l'institution, l'impact qu'aurait une éventuelle aide active à mourir sur le système de soins, où elle se déroulerait. Les acteurs, c'est aussi les patients qui sont divers, et la question, c'est de ne pas confondre les patients qui sont hors d'état d'exprimer leur volonté, pour lesquels, en France, la loi Leonetti, la loi du 22 avril 2005, avait fait quelques progrès, permettant d'encadrer les décisions d'arrêt et de limitation de traitement, mais les patients, c'est aussi, et il me semble que l'éventualité, la possibilité d'une aide active à mourir concernerait seulement ces patients, les patients qui, eux, eh bien, sont conscients et ont eu accès aux soins palliatifs, mais n'en veulent pas, comme Chantal Sébir à l'époque, ou n'en veulent plus. Mais pour légiférer aujourd'hui sur une aide active à mourir, il faut circonscrire le sujet et se demander sans a priori, eh bien, y a-t-il des arguments pour et contre, et quels sont-ils concernant les personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs, parce qu'évidemment, il ne faut pas que la demande d'euthanasie soit le résultat du fait il y a une injustice, qu'elles n'aient pas eu de soulagement de leur douleur, etc., mais qui ont eu accès aux soins palliatifs et qui n'en veulent plus parce qu'il y a un acharnement dans l'accompagnement ou qu'elles sont lassées de la énième chimiothérapie ou d'une maladie qui est de toute façon terminale et qui est compliquée, et comme c'est le cas de beaucoup de cancers, ou qui n'en veulent pas. Est-ce qu'il faut abandonner quelqu'un à son sort, à se défenestrer, etc. Mais aussi, peut-on, et moi, c'était ma question, est-ce que le droit d'une personne légitime, donc ce droit de vouloir mettre fin à ses jours parce qu'il est en fin de vie et que vraiment la mort tarde, est-ce que ce droit impose l'obligation aux soignants de délivrer une substance létale? Les modalités de l'aide active à mourir, on dit trop vite qu'il n'y a que le suicide assisté et l'euthanasie. Alors, le suicide assisté, c'est quand la personne, on lui a remis un produit létal qu'elle ingère elle-même. L'euthanasie, c'est quand un tiers se charge de cette tâche consistant à mettre fin à la vie d'une personne. Il y a une troisième solution qui est l'aide pharmacologique au suicide. Et je voudrais revenir sur ça. C'est qu'entre le suicide assisté, l'euthanasie et une aide pharmacologique au suicide, comme on l'a dans l'Oregon depuis 1997, dans le Montana et dans l'État de Washington, il y a l'idée, c'est que d'une certaine manière, le rôle du médecin se borne à attester que la personne est bien en fin de vie et que sa demande est une demande volontaire, tout à fait assumée. Et ensuite, il lui remet un produit létal. Et mes réserves par rapport au suicide assisté à l'euthanasie viennent essentiellement d'une réflexion conséquentialiste, c'est-à-dire du fait que dépénaliser, faire une dépénalisation conditionnelle comme on l'a en Belgique, eh bien, c'est
peut-être ne pas assez tenir compte de l'épaisseur historique des lois, du fait que, par exemple, en Belgique, quand il y a eu cette dépénalisation conditionnelle, c'était dans un contexte différent du nôtre, puisque nous, aujourd'hui, il y a cette loi Leonetti qui encadre des décisions d'arrêt de limitation de traitement. Donc, du coup, on est condamné, si je puis dire, à circonscrire le sujet tel que je l'ai proposé. Et surtout, il y a une dynamique un petit peu, comment dire, il y a une dynamique d'une dépénalisation conditionnelle, et la Belgique a fait ce choix, qui entraîne d'élargir toujours les critères, me semble-t-il. Et moi, ce que je soulève, mais avec beaucoup de prudence, eh bien, c'est l'idée qu'il s'agit de ne pas induire de demande de mort. Vous savez très bien que en fin de vie ou dans la maladie, il est facile, les demandes de mort sont fluctuantes. Parfois, même dans des cancers terribles, la personne veut la mort et puis le lendemain, elle ne la veut pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande de mort. Je ne dis pas que la personne est nécessairement dépressive. Il y a des médecins qui n'entendent rien. Je pense qu'il faut entendre. Mais il est vrai que répondre tout de suite à la demande de mort par l'injection létale, c'est peut-être ne pas justement aider la personne, l'accompagner. Et je crois que vraiment, ce qui a été fait sur les soins palliatifs, je crois qu'on ne peut pas en éroder le sens. Et pour cette raison, le suicide assisté et l'euthanasie me semblent des propositions trop brutales. Maintenant, alors même que je n'étais pas du tout favorable à ça, en réfléchissant, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des arguments contre une aide pharmacologique au suicide, et la réponse est non. Je crois qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'argument contre une aide pharmacologique au suicide, parce que effectivement, je crois qu'il y a des situations aujourd'hui, en particulier à cause de certaines maladies qui sont extrêmement lentes et où il y a une technique extrêmement poussée, la chimiothérapie, je pense surtout au cancer et pas seulement, eh bien je pense qu'on peut laisser une porte, mais évidemment, là aussi, en circonscrivant énormément les choses, en évitant des choses qui peuvent être, à mon avis, extrêmement négatives, comme le fait d'éroder la confiance entre les soignants et les patients. Moi, je pense que l'essentiel, c'est surtout la méthodologie. C'est-à-dire, et là je finirai par ça, il me semble qu'aujourd'hui en France, la cacophonie, l'usage parfois non rigoureux des termes, l'emploi par certains politiques de termes que nous avons travaillés, comme la notion de vulnérabilité qui a été psychologisée, caricaturée, alors que, bon, en tout cas c'était mon cas, j'avais essayé de lui donner une force, y compris dans une philosophie qui n'est pas une philosophie seulement de la liberté et de l'autonomie, mais enfin bon, ce que j'en ai entendu après dans les reprises me fait presque honte, mais ensuite, donc tout le travail qu'on fait, eh bien, souvent ne sert à rien. Et moi, ce qui me pose le plus de questions, ce qui m'inquiète le plus, c'est les conditions de la délibération dans un pays comme la France, où souvent, on a l'impression que des personnes s'arrogent le droit de dire la vérité aux autres, ont une conception verticale du pouvoir, et moi, qui pourtant n'étais pas favorable, pour tout un tas d'autres raisons, personnelles, mais aussi philosophiques, à une aide active à mourir, je pense que, en tant que philosophe, l'intérêt, c'est d'essayer, même en faisant un pas de côté, de voir là où il n'y a pas d'argument contre. Et comment on peut resserrer un sujet pour éviter la cacophonie. Et aussi, je vous l'avouerai, je crois que, à mon avis, si on reste à un statu quo, y compris au statu quo tel qu'il est dessiné, me semble-t-il, par le couple Claes-Leonetti aujourd'hui, je crois, en plus où il semble qu'avec la question d'une sédation, pas seulement d'une sédation profonde et continue en phase terminale, qui ça c'est évidemment nécessaire, comme l'avait montré le CCNE dans l'avis 121, mais une sédation terminale, je crois qu'on va en arrière car on brouille cette distinction laisser mourir, faire mourir, qui selon moi est fondamentale. Elle est fondamentale, sauf qu'évidemment, en néonatologie, elle ne suffit pas. Donc pour moi, je crois que vraiment, ces questions-là montrent aussi le fait que nous ne sommes pas mûrs démocratiquement. Et que la démocratie, et ces questions-là, mais beaucoup d'autres, peut-être encore plus importantes, exigeraient plus et d'intellectuels et surtout des politiques. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas dit en présentant Philippe Batin qu'il avait écrit un très beau livre et très polémique, À la vie, à la mort, sur le poids du monde des soins palliatifs. Non pas qu'il critiquait fondamentalement les soins palliatifs, mais il critiquait la structuration, mais il en parlera tout seul. Voilà. Philippe, es-tu d'accord avec Corinne ? Mes observations étaient beaucoup plus liées au parcours de malades atteints d'un cancer, historiquement parlant, depuis de nombreuses années, et plus proche, et ce qui a provoqué un peu effectivement l'écriture de ce livre, et ce que je vais dire aujourd'hui, une étude en soins palliatifs. Dans cette activité, dans ce suivi qui va durer plusieurs mois, je me suis demandé pourquoi
on mélangeait à ce point la fin de vie, j'ai envie de dire d'authentique fin de vie, c'est-à-dire effectivement pas de la néonatologie où la médecine s'est engagée et où éventuellement elle doit se dégager, se désengager, et où ça pose des questions, je dirais, d'activité au sens d'injection létale ou de sédation. Bref, il faut arrêter la vie de manière engagée parce que c'est la décision qui est prise. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Nous sommes face à des patients, face à des malades, face à des histoires, face à des parcours, des trajectoires qui mêlent des tas de gens, notamment évidemment les soignants, des médecins, des proches, et où s'élabore une anticipation de la fin de sa vie. Et où éventuellement on demandera à un moment donné de ne pas assister à la toute fin de sa vie, qui peut être la victoire du cancer, contre lequel on a lutté parfois pendant plus de 10 ans. Et je me suis demandé pourquoi on télescopait à ce point des questions qui ont des dimensions philosophiques, politiques, en particulier avec l'euthanasie et le suicide assisté, qui sont aussi des questions dans le débat public, qui deviennent des questions d'opinion, alors qu'il s'agit de prendre en charge des fins de vie de malades qui ont avancé dans leur histoire et qui éventuellement demandent à s'endormir et à ne plus se réveiller. Et là, je me demande vraiment si on peut tout mettre dans la même loi. Et c'est le titre même de l'invitation à se rejoindre aujourd'hui. Quel droit, quelle loi? En sachant que je ne doute pas sur les droits. Il s'agit bien des droits des malades sur lesquels on pourrait s'arrêter à travers la discussion. Et quelle loi? Où là, je ne suis pas sûr qu'on doit continuer à tout mettre. Et en particulier, je ne suis même pas sûr que la fin de vie ordinaire nécessite une loi, compte tenu de ce qu'on sait pouvoir faire évoluer, que sont aussi les bonnes pratiques, que sont aussi des cadres réglementaires, mais sans forcément s'appuyer sur une loi pour bien accompagner des malades qui évoluent dans des pathologies dont la fin est largement anticipée à 3 mois, à 6 mois, qui éventuellement demanderont le suicide assisté, mais qui, à ce moment-là, doivent disposer d'une loi qui le permet de le réaliser, ou éventuellement où la médecine dit qu'elle doit arrêter, ce qui est le cas de l'affaire Vincent Lambert, car c'est un acharnement thérapeutique dans la situation dans laquelle il est, et qui est prête à réaliser une euthanasie, c'est-à-dire à supprimer l'hydratation, l'alimentation, et à accompagner vers la mort ce malade qui aujourd'hui relève d'une vie artificielle. Dit autrement, je répète, je ne suis pas certain, à partir de mes observations faites en soins palliatifs, qu'on n'a pas compliqué la question de la fin de vie et qu'il n'est pas aujourd'hui impossible de revisiter cette question de la fin de vie en cherchant l'apaisement sur ces situations qui engagent beaucoup les soignants, qui engagent les familles, qui engagent à un titre ou un autre les institutions, pour permettre à ceux qui se savent avancer dans la maladie et qui sont à quelques jours, quelques semaines de leur propre mort, effectivement d'être accompagnés comme ils l'entendent et comme ils le demandent, sans engager pour autant les catégories d'euthanasie ni de suicide assisté. Plus on se dégage de ce temps jusqu'à des situations de non-fin de vie, alors que les demandes d'en finir sont toujours présentes, je crois là qu'effectivement nous devons évoluer vers une loi qui permet à la fois l'euthanasie et à la fois le suicide assisté, en sachant que bien souvent les choses se confondent. Si on regarde la situation belge, qui est connue par tous à peu près, à savoir des situations où la médecine réalise elle-même l'engagement dans la mort avec injection létale, s'il le faut, à domicile, ce sont ce qu'on appelle en France des demandes de suicide assisté, c'est-à-dire ce sont les gens qui vont en Suisse, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à y aller, pour mourir comme ils le souhaitent, non pas au moment où ils l'ont décidé parce que leur maladie est sacrément avancée et ils savent qu'ils sont menacés et qu'il n'y a plus de réponse thérapeutique, et qui anticipent de quelques semaines ou de quelques mois, effectivement, leur mort, en passant, dans le cas suisse, par des associations. Dans le cas belge, cette situation, c'est la médecine aujourd'hui qui y répond, dans une relation entre le médecin et son patient, dans des cadres qui sont législatifs et qui sont sans aucun doute surveillés, ou en tout cas qui nécessitent des contrôles, voire avec une évolution des publics ou des populations qui peuvent être concernées par ces dispositifs législatifs jusqu'à des enfants mineurs, ce qui était le débat récent en Belgique, qui, me semble-t-il, est la bonne évolution, c'est-à-dire d'avoir un cadre législatif
qui à la fois réalise l'euthanasie et suicide assisté, mais sans encombrer nécessairement la fin de vie, qui, me semble-t-il, ne relève pas de la loi. Je reste assez attaché, moi, à la notion de dignité, ou en tout cas aujourd'hui, je reviens très fortement à cette notion de dignité, y compris en pensant à des associations du type ADMD, Association du droit à mourir dans la dignité, qui, au fond, dans son premier message, qui est celui de Canguilhem, des années 70, puis des années 70, début des années 80, repris par le sénateur Caillavet, ont effectivement défini, et c'était ça l'intention de Canguilhem, ont effectivement laissé aux malades la possibilité de donner les limites à ses soins. Et c'était une réponse pensée par un médecin, philosophe, épistémologue, en réponse au fait que la médecine n'avait plus de limites, ou qu'on entrait dans une période, et ça s'est un peu confirmé, par exemple sur l'imagerie médicale entre 1975 et 2015, c'est une véritable révolution. Enfin, il y a toute une technicité de la médecine, y compris d'ailleurs sur des choses qu'on pourrait appeler classiques, par exemple la chirurgie, mais voilà, même la chirurgie a évolué pendant ces 40 ans, faisant qu'on peut faire vivre très 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 longtemps à peu près toutes les pathologies pourtant agressives, menaçantes, et qui finiront par emporter le malade. Et c'est dans cette dimension que Canguilhem avait bien senti au milieu des années 70, d'une médecine sans limite, qu'au fond on encourage tous, dont on souhaite tous qu'elle continue à être orientée vers la notion de progrès, qu'il faut laisser aux malades la possibilité de définir les limites et de lui donner des droits des malades, ce qui commençait à s'énoncer dans le prolongement des années 68 au milieu des années 70 dans le champ de la médecine et de la santé, et que ces droits des malades n'étaient pas forcément un droit à la mort, en tout cas c'est une distinction à faire, où Canguilhem lui-même ne revendiquait pas un droit à la mort, considérant que chacun avait le droit, sauf évidemment, et c'est bien ce qui se passe lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on est tétraplégique, lorsqu'on est éventuellement sur des maladies du type sclérose en plaques que l'on sait évolutives, qu'on n'est plus en capacité de se tuer soi-même, effectivement, d'ouvrir la perspective au suicide assisté, même si ce suicide assisté s'organise à partir du champ associatif, comme se propose de le faire la DMD, que j'encourage en ce sens. Selon moi, le retrait des traitements de support n'est pas une euthanasie, mais une décision d'arrêt de limitation de traitement bien encadrée. Enfin, en tout cas, que les médecins essaient d'encadrer. Je crois que c'est pas l'euthanasie, c'est quand même l'idée qu'il y a une injection létale qui provoque délibérément la mort et dans un temps contrôlé. Le retrait des traitements de support, c'est parce que ces derniers sont devenus disproportionnés aux malades, ils ne lui sont pas bénéfiques. Je crois que l'aide pharmacologique, pour moi, telle qu'elle existe en Oregon et que j'ai un petit peu aménagée, me semble la seule solution, en tout cas que moi j'embrasserai, parce que ça laisse quand même du fait que le suicide reste un acte malgré tout privé, mais on n'abandonne pas quelqu'un qui ne veut plus des soins palliatifs ou qui n'en veulent pas à son sort. Je suis persuadée que si on avait eu un gouvernement courageux, il y a quelques mois, on aurait pu avancer davantage sur ces questions, car je crois qu'il faut répondre aux situations de patients, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais qui demandent une aide active à mourir quand ils sont en maladie grave, létale, et qui ne veulent plus ou qui ne veulent pas des soins palliatifs. Donc je crois que maintenant les modalités, me semble-t-il, peuvent être moins brutales qu'une dépénalisation conditionnelle qui implique une dynamique. Et je crois que la gymnastique consistant à critiquer ce qui se passe dans un pays voisin n'est pas très élégante, mais il me semble que l'ouverture comme ça, une dépénalisation conditionnelle, c'est quand même des critères inclusifs de plus en plus larges. Et je crois que c'est un peu problématique, voilà, pour moi, parce que je crois que le suicide est une tentation, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas trop le faciliter, il ne faut pas induire des demandes de mort chez des personnes qui, justement, auxquelles tout convaincrait qu'elles ne servent à rien. Cela dit, encore une fois, tous ceux qui disent que il n'y a pas de vraie demande d'euthanasie et qu'il n'y a pas de demande persistante, ils sont bouchés. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que c'est quelque chose qui peut être pratiqué par un médecin ?
Voilà. On n'a pas le droit pratiqué par un médecin, sachant que, en effet, on n'a pas le droit de priver les citoyens ordinaires dont je fais partie des connaissances de la science. Il y a des gens qui savent, quel est le type de drogue que l'on peut prendre, d'autres qui ne savent pas. C'est pas une propriété privée, la science, bien sûr, mais quand même, moi, je serais choquée que ce soit qu'on attende ça des médecins. Le médecin, quelles que soient les évolutions législatives attendues, il n'y en aura pas du reste. Dans tous les cas, s'il y avait une ouverture vers cette dimension euthanasie suicide assisté, il est évident qu'il y a au minimum la clause de conscience. Et ce qui est le cas en Belgique. Vous ne pouvez pas, contrairement à ce qu'on raconte, rentrer dans une officine belge et dire, comme le dit Jean Leonetti, je suis Roméo, Juliette est partie, je suis très triste, liquidez-moi, et c'est fait dans les 5 minutes, ça n'a aucun sens. Et aucun médecin, évidemment, n'est soumis à une injonction d'un patient, quel que soit du reste le soin dont il est question, il y a toujours une capacité. Donc voilà, quelles que soient les évolutions, mais on n'a pas trop à s'engager dans cette direction, il n'y en aura pas, mais dans tous les cas, évidemment, ce sera articulé à la notion de clause de conscience. En fait, je me demande, depuis tout à l'heure, je suis médecin et en soins palliatifs, pourquoi je suis plus touchée, évidemment, par le discours de Corinne Pelluchon que par celui de Philippe Bataille. Et je me demande si c'est mon identité de médecin qui me ramène à ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses que vous dites qui sont difficiles à entendre quand on est médecin de soins palliatifs, sur le laisser mourir et faire mourir, le mourir de faim, mourir de soif. On sait que quelqu'un qui est en fin de vie, comme disait Mme Pelluchon, on enlève les soins de support, cette personne ne meurt pas de faim et de soif et qu'on peut l'accompagner tout en la soulageant. Et j'ai envie de reposer cette question du temps du mourir, qui est un temps qui n'est pas négligé, qui est un temps humain, qui est un temps où la nature peut-être fait son effet et où la nature a toute sa raison d'être. Et je pense que pour nous tous, les proches, mais aussi les professionnels, ça restaure quelque chose de notre humanité quand on prend le temps d'être auprès de celui qui va s'en aller, et quand on n'active pas les choses, quand on se débarrasse pas du corps rapidement, quand on l'envoie pas au crématorium en 2 secondes, et où on demande aux gens de faire le deuil en 15 jours dans le cadre du DSM 3, 4 ou 5, je sais plus. Donc c'est pour ça que la dimension de l'humanité qui nous reste, je crois qu'elle est là dans l'accompagnement qu'on fait aux mourants. Et c'est vrai que ce discours du faire mourir ou laisser mourir, je pense qu'il est fondamentalement, mais pour des raisons, comme vous disiez, qu'on peut plus discuter, enfin qui nous appartiennent intimement. Et voilà, et donc je suis contente de vous avoir entendu, parce que je sais à quel point ces discours sont opposés. Je ne sais pas où on peut se rejoindre, et je pense que la question de l'aide pharmacologique à mourir est quelque chose que vous développez, mais qui n'empêche pas de penser le reste, ce dont vous avez parlé, se laisser mourir ou le faire mourir. Je crois qu'on est fondamentalement là-dessus. Il y a quelque chose à travailler entre nous, êtres humains, au-delà de toutes ces divergences politiques, sociologiques, et auxquelles je crois vraiment. Mais c'est peut-être une option philosophique que j'ai naturellement, je ne sais pas. Oui, non, ça n'appelle pas de réponse. Comment dire ça? J'ai fait moi une distinction pour qu'on se parle entre soins palliatifs et palliativisme. C'est-à-dire que je n'ai pas critiqué ou je ne suis pas rentré en discussion avec les soins palliatifs, et retravaillant avec des malades du cancer, en particulier dans des hôpitaux, je passe une bonne partie de ma journée à suivre des médecins de soins palliatifs, qui sont d'ailleurs pas qu'en cancérologie, parce que malheureusement il n'y en a qu'un pour tout l'hôpital, accompagné d'une psychologue, qui doivent travailler dans tous les services, en pneumo, en cardio, etc. Donc moi l'idée de nuancer l'apport, la qualité, comment dire, le bénéfice que représente le développement des soins palliatifs, qu'il faut continuer à encourager, qu'il faut continuer à articuler, évidemment, au parcours de soins qui parfois sont palliatifs depuis le début. Il y a des situations dans le cancer où il n'y a aucune réponse curative, et depuis le départ, les soins seront palliatifs. Et comment pourrait-on mettre ça en cause, puisqu'ils vont se décliner aussi en soins de support, en traitement de la douleur, etc., etc. Vous voulez intervenir? Non, parce que j'ai pas de problème avec les soins palliatifs, si vous voulez. Oui, mais moi, c'était pas du tout le sujet. Mon objectif, c'était pas que vous me disiez que c'était très bien ce que je fais, hein, vraiment. Voilà. Vraiment. Mais j'ai fait une critique sur le palliativisme qui, dans certaines circonstances, et que j'ai vu en USP,
effectivement, a tendance, avec d'ailleurs des travaux scientifiques, des sédations titrées, enfin voilà, un travail vraiment mesuré, scientifique, de ne jamais provoquer la mort, alors qu'on était parfois à des demandes que ça s'arrête. Et la sédation n'était proposée que quand la complication était arrivée. Et ces complications voilà, ça peut être un choc septique, enfin, vous connaissez tout ça, ça peut encore entraîner 3-4 jours de décès, où là, finalement, la sédation, suspension d'interdiction d'alimentation, les décès se font en 3-4 jours. Voilà. Et les gens parfois demandent un peu avant. Et je n'ai pas compris pourquoi, effectivement, au nom de l'identité des soins palliatifs, jamais on engageait un processus qui, effectivement, sous une forme sédative, pouvait provoquer la mort, ce qu'on est en train de faire, ou de sentir que la loi évolue dans cette direction. Ce que je veux dire, moi, et ça fait écho, ou ça reprend aussi l'intervention de Corinne Pelluchon il y a un instant, c'est que, au fond, nous sommes aussi dans des situations d'ambivalence, de grandes ambivalences. Vous l'avez dit, on peut avoir des demandes d'en finir, et ces demandes d'en finir, qui ne sont pas traitées, peuvent se renverser, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne plus s'exprimer. Mais moi, j'ai vu ça. Mais j'ai vu aussi que ça pouvait revenir. Je vais vous raconter l'histoire, très rapidement, d'un homme parisien, je pense, de plus de 85 ans, peut-être 87 ans, qui a un cancer de type sanguin, peu importe. Et ce cancer, il y a quelques années, ne se soignait pas. Voilà. Depuis quelques années, il y a des réponses thérapeutiques. Et ces réponses thérapeutiques donnent une espérance de vie entre 1 et 3 ans pour ceux qui sont atteints de ce cancer. Vous imaginez qu'à 85-87 ans, dans quelle fourchette il se trouve. Il est hospitalisé, il reçoit des soins et il demande que ça s'arrête. Il refuse les soins. Mais les soins sont efficaces. Ils peuvent traiter le cancer. Donc on n'est pas dans un arrêt ou une limitation des traitements. Il le demande, mais la tentation du service et l'ambivalence de la famille, qui ne sait pas trop, fait qu'on lui administre ses soins contre sa volonté. Contre sa volonté. On ira jusqu'à l'attacher à son lit pour que ses soins soient délivrés. Il finira par sortir de l'hôpital, 2 mois, il passera tout l'été dans l'hôpital, il finira par sortir de l'hôpital, retrouvera son domicile, ce qu'il réclamait depuis longtemps, puisqu'il habitait à 500 mètres de l'hôpital et il voulait être hospitalisé chez lui. Mais compte tenu de la nature du cancer, la biologie, les examens répétés, il valait mieux qu'il soit à l'hôpital. On ne l'a pas suivi dans sa demande d'être à domicile. Il finit avec arrêt des traitements, suspension, à rentrer à son domicile. Et là, réseau de soins palliatifs, inscription avec un lit réservé dans un hôpital parisien, qui a éventuellement déjà été cité, et puis c'est pas ce qui va se passer. Il va mourir chez lui, effectivement, à un moment donné, pourtant suivi par un réseau de soins palliatifs, il va mourir chez lui. Ce que je veux dire, à travers cet exemple, c'est que lorsque vous arrivez au bout de l'âge, lorsque vous arrivez au bout des traitements, lorsque vous arrivez au bout, au fond, des formes d'accompagnement, alors on peut dire, je pense que Corinne Pelluchon ne le dit pas de manière aussi brutale, mais ça peut être dit à partir de vos travaux, une espèce de devoir moral de toujours ne pas réaliser la demande d'en finir de celui qui le réclame, au nom de la vulnérabilité qu'il exprime, à laquelle on répond précisément en ne réalisant pas ce qu'il demande, c'est-à-dire de le prendre en charge au nom de sa vulnérabilité, sans plus répondre à ses besoins, à ses demandes, parce que, quelque part, disqualifié comme sujet, puisque souhaitant sa mort. Eh bien, moi, je crois que ces situations-là, aujourd'hui, elles se répètent. Je crois qu'aujourd'hui, certains peuvent faire le choix entre 20 minutes et 21 jours. En tout cas, c'est comme ça que c'est posé. Est-ce que, arrivé au bout du bout, de l'âge, des traitements, de l'espoir thérapeutique, d'une réponse, lorsque ceux qui disent « je veux que ça s'arrête », est-ce qu'on doit forcément les emmener dans un schéma palliatif qui laissera peu ou prou, si on tombe sur du palliativisme, la mise en scène d'une mort naturelle, qui n'a aucun sens. Et c'est pourtant ce que j'ai vu dans des USP, c'est ce que j'ai vu écrit et défendu par des identités palliatives que de remettre en perspective la mort naturelle au bout des traitements, au bout de l'âge et parfois au bout du handicap. Et là, j'ai vu des choses qui relèvent de la cruauté, ou en tout cas de l'indécence, et c'est ce que j'ai dénoncé. Donc je suis le 3e médecin de l'assistance, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on est, contrairement à ce que vous dites, on est mûr pour tuer les malades. C'est pas un problème. Moi, je suis médecin réanimateur, j'étais. Donc j'en ai beaucoup à mon actif et les choses se passent bien. Le problème, comme vous dites, c'est le temps de la réflexion. Parce que
C'est une discussion qu'on a eue il y a 20 ans avec Schwarzenberg, qui voulait qu'on puisse... qu'on donne le suicide aux cancéreux, et en même temps il y avait le livre Suicide mode d'emploi, c'est-à-dire sur lequel il fallait débattre pour voir si quelqu'un qui dit qu'il veut mourir, il faut le laisser mourir. Et cette décision, quand on a quelqu'un qui arrive en état de détresse, qui va mourir, il nous faut du temps pour la prendre, parce que la mort est définitive. Donc il faut pouvoir réfléchir, et vous parlez, vous, de malades particuliers, d'anecdotes, de malades cancéreux qui connaissent leur maladie et dans une certaine évolution, mais nous sommes confrontés à des malades extrêmement divers qui peuvent avoir... quand vous parlez, vous avez à la limite de l'euthanasie des Alzheimer, ça pose quelques problèmes. Non, vous n'avez pas dit ça, mais peut-être qu'on peut réfléchir sur des gens qui n'ont plus leur conscience. J'ai cru entendre dit ça. Non, attendez, me faites pas dire ce contre quoi j'ai toujours écrit. L'euthanasie des personnes Alzheimer, puisque contraire, selon moi, les personnes Alzheimer avec le disability paradox est très attesté qu'au début, s'il y a un diagnostic, elles peuvent avoir envie de mourir, mais souvent, elles s'adaptent à leur handicap et que du coup, il n'est pas question de considérer que ce qui a été écrit dans une directive anticipée à un moment, 10 ans plus tard, exprime la volonté, car la volonté est au présent. Donc j'ai dit exactement le contraire. En plus, il me semble avoir essayé, je sais que c'est compliqué et que j'ai peut-être une pensée un peu compliquée, mais je vous rassure, je ne parlerai plus de ce sujet maintenant, puisque je suis sur autre chose et puis j'en ai assez. Mais jamais j'ai proposé une euthanasie, ni même un suicide assisté. Non, ce que je voulais dire, c'est que les médecins sont mûrs pour faire face à ce problème. Et je crois que l'affaire Imbert, si vous voulez en parler, montre l'affaire Imbert, le malade qui est à Reims en réanimation. Lambert peut-être. Depuis 1 an, et que la loi fait vivre jusqu'à ce qu'il y ait une décision. Je pense que c'est des problèmes très très difficiles. Légiférer sur la mort amène à des problèmes comme ça. Alors qu'il y a des dialogues singuliers entre les médecins et les malades, il y a une connaissance de la maladie qui fait qu'on est relativement placé pour aider les gens dans leur fin. Oui, je voulais dire, en m'appuyant sur ce que vous venez de dire, et l'écho de Corinne Pelluchon, sur les malades d'Alzheimer, évidemment. Je pense que c'est pas faire un pas de côté que de dire qu'il n'est pas question de liquider les malades d'Alzheimer. Mais je trouve intéressant que dans les dernières années, je dirais les 5 dernières années, on ait au moins réfléchi sur le fait qu'on mette une sonde gastrique, qui est un geste chirurgical, où voilà, qu'on ne sait plus retirer après alors que la maladie est évolutive, et de se poser la question sur un Alzheimer qui s'étouffe, enfin bref, voilà, est-ce qu'on continue à avoir des gestes invasifs du type chirurgicaux qui après demandent une réflexion pour les retirer et qui provoqueront la mort à ce moment-là, parce que ça veut dire qu'on supprime l'alimentation ou l'hydratation. Voilà, de rentrer au moins dans ces réflexions, de dire que fait-on médicalement face à des situations qui engagent la médecine face à des maladies que l'on sait évolutives et qui se combinent. À la fin, il y a toujours des polypathologies, des cancers qui s'enflamment sur des malades Alzheimer sous sonde gastrique. Voilà, quel type de soins fait-on et continue-t-on à engager la médecine ? Parce que la notion d'acharnement thérapeutique a quand même un sens, hein, et ça se pose. Donc c'est pas parce... Et surtout, je vous le dis, quand on est dans des situations médicales avancées, il y a plusieurs maladies qui viennent... Enfin, vous le savez mieux que moi. Voilà, et si une l'emporte, l'autre qui était traitée, ben, c'est comme ça. Faut-il arrêter ? Faut-il continuer ? Il y a beaucoup d'ambulance. Mais je voulais revenir sur aussi, en m'appuyant sur vous et sur ce que disait Corinne il y a un instant, sur la loi. Moi, j'ai réagi et je continuerai à réagir dans les semaines qui viennent si la loi, indique qu'il faut s'appuyer sur ce qu'ils appellent, ils n'ont pas fait dans la loi de 2005, mais le terme sort de plus en plus, sur la culture palliative pour résoudre tous les problèmes que pose la mort, finalement. Alors que la mort, on ne sait pas, elle reste incertaine, elle reste insondable, elle reste terrifiante, voilà, même ceux qui la recherchent, voilà, tout ça, c'est compliqué. Donc moi, j'ai tendance à penser que l'outil législatif, la loi, ne sert pas à définir les normes professionnelles. Je veux dire, d'un côté, la loi est abondée par le débat de société, l'état des mœurs, l'évolution des mentalités, parfois des affaires qui viennent toucher l'opinion publique, mais qui la font réfléchir. Voilà, d'un côté, la loi est sollicitée
par l'idéal démocratique et par l'activité citoyenne en général. Et d'un autre côté, la loi n'a pas à définir des pratiques professionnelles, des exercices professionnels, comment dire, des conduites desquelles on ne pourra pas échapper, sinon on est hors la loi. Moi, je trouve que là, on y perd en espace démocratique, on y perd en qualité même des arguments qui s'opposent dans l'espace public. Voilà, on y perd en capacité de transformer les sociétés par elles-mêmes à partir de ce qui s'y passe et comment l'outil démocratique, qui est essentiellement appuyé sur la loi, est en mesure de continuer à définir des règles, des normes, des valeurs en rapport avec ce que les gens vivent et en rapport avec effectivement certaines notions de l'interdit ou en tout cas de limites que l'on donne à l'individualité ou à des collectifs qui s'imposeraient aux autres ou à des représentations comme ça culturelles du bien mourir qui, parce qu'ils disposeraient du relais de la médecine et des soignants, s'imposeraient à tous alors que ce n'est pas forcément ce que chacun recherche, et en particulier dans un espace démocratique où effectivement, et on le voit bien dans ceux qui revendiquent, on appelle à une notion de droit. Est-ce que ce droit est fondé? Est-ce qu'il n'est pas? Parlons-en. Est-ce qu'il est extensible? Est-ce qu'il est au contraire très réduit sur des publics, sur des... Parlons-en. Mais ne nous fermons pas à cet espace démocratique, à cet effort démocratique. Je pense qu'il faudrait se hisser à un point de vue constructif. Et pour légiférer, et pour ne pas abîmer ce qui existe déjà. Ce qui est déjà, là aussi, on n'a pas parlé de quelque chose qui est la formation, qui est quand même capitale. Y compris des citoyens, des politiques, mais là, il y aurait trop de travail. En tout cas, merci beaucoup. Voilà.